Bonjour. Imaginez ceci, je rentre chez moi à Lyon après plusieurs jours de déplacement pour le travail. Pas pressé, juste ravi de retrouver mon appartement et de prendre une pause bien méritée. Mais dès que je franchis la porte, une tension étrange m'envahit. L'air semble lourd, chargé d'une énergie que je ne m'explique pas. Julie, ma femme, est là. Ses gestes sont plus nerveux qu'à l'accoutumée, et son sourire ne masque rien. Elle m'accueille avec un ton doux mais maladroit. Alors, le voyage s'est bien passé? Oui, rien de spécial, des réunions, tu sais, la routine, je réponds, feignant l'indifférence. Mais son regard fuit le mien. Ses mains tremblent légèrement en jouant avec un verre d'eau. Une partie de moi veut crier, exiger des explications. Une autre choisit de se taire, d'observer. J'ai appris, dans la vie, que les silences en disent parfois plus long que les mots. Depuis quelque temps, Julie et moi vivons comme des colocataires. Les regards, les gestes tendres, tout cela s'est effacé au fil des mois. Ses escapades fréquentes avec ses amis et ses excuses pour ne pas dîner ensemble avaient déjà éveillé mes soupçons. Pourtant, je n'avais jamais voulu affronter cette vérité. Jusqu'à ce jour. En sirotant mon café dans la cuisine, une pensée surgit, et si tout cela n'était qu'une illusion, un château de cartes prêt à s'effondrer? Je n'ai pas besoin de chercher loin pour avoir ma réponse. Quelques jours auparavant, Sophie, une amie commune, m'a glissé, presque par accident, que Julie voyait quelqu'un. Pas n'importe qui, un certain Thomas. Un ancien camarade de lycée, un amour de jeunesse. Thomas. Rien que son nom suffit à déclencher une tempête en moi. Mais je décide de ne rien dire, pas encore. Si Julie pense que je ne sais rien, cela me donne une longueur d'avance. Plus tard, dans notre chambre, je l'observe silencieusement ranger ses affaires, son dos tourné. Chaque mouvement, chaque soupir, tout crie une vérité qu'elle refuse d'avouer. Mais moi, je suis prêt. Si elle a choisi un autre homme, je vais lui faire regretter ce choix. Les jours passent et mon silence devient une arme. Chaque sourire forcé de Julie, chaque excuse malhabile pour ses absences, nourrit ma détermination. Je dois agir, mais avec finesse. Ce n'est pas une explosion de colère qui changera les choses. Non, je veux que Julie comprenne, qu'elle ressente chaque conséquence de ses choix. Un soir, après une de ces mystérieuses sorties entre amis, je l'attends dans le salon, une bouteille de vin entamée à mes côtés. Julie entre, surprise de me voir encore éveillé. « Tu es rentré tard, dis-je, mon ton presque nonchalant. Une bonne soirée? Oui, juste une longue discussion avec Louise, répond-elle, évitant mon regard. Louise. Mensonge éhonté. J'ai parlé à Louise plus tôt dans la journée. Elle était chez ses parents à Annecy. Ce détail, pourtant banal, est la goutte qui fait déborder le vase. Tu sais, Julie, commence-je doucement, parfois les silences parlent plus que les mots. Et depuis un moment, tout dans cette maison crie une vérité que tu refuses de partager avec moi. Son visage pâlit, ses mains tremblent. Elle comprend que le masque est tombé. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmure-t-elle. Oh, vraiment? Alors explique-moi pourquoi Sophie m'a parlé de Thomas. Ce prénom te dit quelque chose, non? Le choc sur son visage est instantané. Elle vacille, cherche ses mots, mais rien ne vient. Je me lève lentement, dominant la pièce. Alors c'est vrai. Pendant que je suis absent, tu retrouves ton ex. Je veux entendre tes explications, Julie. Pourquoi? Sa voix est tremblante lorsqu'elle répond. Ce n'est pas ce que tu crois. Thomas et moi, c'était juste des discussions, des souvenirs. Rien de sérieux. Je ris, un rire amer, qui fait écho dans la pièce. Rien de sérieux? C'est ça que tu veux me faire croire? Sophie n'aurait jamais mentionné son nom si ce n'était que des discussions innocentes. Arrête, Julie. Dis-moi la vérité. Elle s'effondre dans un sanglot, les mains cachant son visage. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Mais ce n'est pas une excuse. Son regret, aussi sincère semble-t-il, n'efface rien. Ce soir-là, je prends une décision. Je ne vais pas rester à ses côtés, à encaisser ses trahisons. Elle doit comprendre qu'il y a un prix à payer pour ses actes. Le lendemain, je contacte Hélène, la compagne de Thomas. Elle mérite de savoir, tout comme moi. Nous convenons de nous rencontrer dans un petit café discret de Grenoble, un endroit où nous serons à l'abri des regards indiscrets.
Hélène est une femme élégante, réservée. Son regard, cependant, trahit une douleur qu'elle semble porter depuis longtemps. Lorsque je lui révèle la vérité, elle reste étrangement calme. Je m'en doutais, dit-elle, sa voix neutre. Thomas n'a jamais été doué pour cacher ses secrets. Son ton me désarme. Elle parle de leur mariage comme d'une façade, une relation qui n'existe que pour les apparences. Pour Hélène, cette révélation n'est qu'un détail de plus dans un tableau déjà bien fissuré. Alors, que faisons-nous maintenant? Me demande-t-elle. Une question simple, mais lourde de sens. Je ne suis pas sûr de la réponse, mais une chose est claire, ce n'est que le début. Après ma rencontre avec Hélène, tout prend une autre dimension. Son calme face à la trahison de Thomas m'a inspiré. Ce n'est pas en confrontant la situation avec rage que je vais reprendre le contrôle, mais avec stratégie. De retour à Lyon, je mets en place un plan. Julie doit comprendre non seulement l'impact de ses actes, mais aussi que je ne suis pas un homme à manipuler. Tout commence par une décision simple mais radicale, partir. Le soir même, je rentre chez nous et commence à ranger mes affaires. Je ne dis pas un mot à Julie lorsqu'elle entre dans la chambre et me trouve en train de remplir des cartons. « Qu'est-ce que tu fais » demande-t-elle, paniquée. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, je réponds calmement. Elle s'approche, tentant de m'arrêter, mais je la fixe avec une froide détermination. « Tu pensais vraiment que je resterais après ce que tu as fait ? » « Non, Julie. C'est terminé. » Ses yeux se remplissent de larmes, mais je ne cède pas. Cette fois, c'est moi qui contrôle la situation. Je quitte notre appartement sans un mot de plus, laissant derrière moi une femme confrontée à ses propres choix. Je m'installe dans un petit studio prêté par Hélène, situé en périphérie de Grenoble. L'endroit est modeste mais paisible, parfait pour réfléchir à la suite. Je passe mes journées à reconstruire ma vie, loin des mensonges et des manipulations de Julie. Hélène, de son côté, se montre d'un soutien inestimable. Nous échangeons régulièrement, partageant nos expériences et nos frustrations. Plus nous parlons, plus une complicité inattendue se crée entre nous. Elle m'avoue son rêve de reprendre les rênes de l'entreprise familiale de Thomas, une société autrefois prospère mais désormais en déclin à cause de sa gestion chaotique. « J'ai besoin de ton aide », me dit-elle un jour, son regard déterminé. Thomas a détruit tout ce que mes parents ont construit. Je veux redresser la barre, mais seul, je n'y arriverai pas. L'idée de m'impliquer dans ce projet m'attire. Ce n'est pas seulement une chance de me reconstruire professionnellement, mais aussi une opportunité de redonner un sens à ma vie. Je suis partant, dis-je, sans hésiter. Les jours suivants, Hélène et moi élaborons un plan pour sauver l'entreprise. Elle rassemble des preuves des erreurs de Thomas, des documents financiers douteux, des contrats suspects. Chaque pièce du puzzle révèle l'étendue de son incompétence et de ses abus. Nous préparons une réunion exceptionnelle avec les actionnaires. Ce sera l'occasion pour Hélène de présenter sa vision et de demander un vote pour évincer Thomas de la direction. Mais ce plan est risqué. Si nous échouons, tout pourrait s'effondrer. Hélène, cependant, ne montre aucun signe de doute. Sa détermination est contagieuse, et je réalise que, pour la première fois depuis des mois, je ressens une véritable énergie, un sens à tout ce que j'entreprends. Le jour de la réunion approche, et avec lui, la tension monte. Thomas commence à se douter de quelque chose. Il débarque un matin dans les bureaux, son sourire arrogant en place, mais ses yeux trahissent une inquiétude grandissante. « Alors, me dit-il, d'un ton faussement amical, tu passes beaucoup de temps avec Hélène ces derniers temps. Ça doit être intéressant de tout gérer à ses côtés. » Je reste calme, répondant simplement. Je suis ici pour l'aider à remettre les choses en ordre. Mais il sait que quelque chose se trame. Et moi, je sais qu'il ne reculera devant rien pour garder ce qu'il croit être son territoire. Le jour de la réunion arrive, et la tension est à son comble. Les actionnaires, dont plusieurs membres influents de la famille d'Hélène, se réunissent dans une grande salle baignée de lumière. L'atmosphère est lourde, chaque murmure résonne comme un présage. Thomas entre avec son assurance habituelle, convaincu qu'il a encore le contrôle. Mais il ignore les preuves accablantes que nous avons préparées. Hélène ouvre la réunion avec un discours calme mais déterminé. Elle expose sa vision pour l'avenir de l'entreprise, détaillant les mesures nécessaires pour restaurer sa réputation et sa rentabilité. Chaque mot est choisi avec soin, chaque phrase frappe juste. Puis, vient le moment clé. Hélène présente les documents prouvant les abus financiers de Thomas, des factures gonflées,
des dépenses personnelles couvertes par la société, des contrats douteux qui ont coûté des milliers d'euros à l'entreprise. La salle plonge dans un silence glacé. Thomas, qui jusque-là affichait un sourire confiant, commence à perdre contenance. C'est un coup monté, s'exclame-t-il, se levant brusquement. Vous complotez contre moi. Son ton, chargé de panique, ne fait qu'aggraver sa situation. Les actionnaires échangent des regards, certains choqués, d'autres clairement agacés par son comportement. Hélène, imperturbable, continue. Nous ne sommes pas ici pour des accusations personnelles, Thomas. Ces documents parlent d'eux-mêmes. L'avenir de l'entreprise est en jeu, et nous devons agir dans l'intérêt de tous. Elle termine son discours par une demande explicite, un vote pour décider de l'avenir de la direction. Les minutes qui suivent sont tendues. Un par un, les actionnaires votent. Lorsque le dernier donne sa voix, le verdict tombe, Thomas est évincé de la direction. Il se lève, abasourdi, son visage livide. Vous allez le regretter, murmure-t-il avant de quitter la salle. Mais cette menace n'effraie personne. Pour la première fois depuis longtemps, l'entreprise semble avoir un avenir. Après la réunion, Hélène et moi nous retrouvons dans son bureau. L'euphorie du moment se mélange à une étrange sérénité. Nous avons réussi, me dit-elle, un sourire éclairant son visage. C'est grâce à toi, Hélène. Ta détermination a tout changé, réponds-je sincèrement. Elle me regarde, et pour un instant, un silence complice s'installe. Ce n'est plus seulement un projet professionnel qui nous unit, mais quelque chose de plus profond, de plus intime. J'ai une dernière chose à te demander, dit-elle finalement. Tout ce que tu veux. Elle inspire profondément avant de répondre. Aide-moi à transformer cette entreprise, pas seulement en une société prospère, mais en un exemple. Quelque chose de juste, d'éthique, qui inspire les autres. Son regard brille d'une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps chez qui que ce soit. Cette proposition, cette vision, c'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Je suis avec toi, Hélène. Jusqu'au bout. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je me sens en paix. Mais je sais aussi qu'un nouveau chapitre commence, et il sera tout aussi intense que ce que nous venons de traverser. Les jours qui suivent la réunion sont intenses. Hélène et moi plongeons dans le travail pour reconstruire l'entreprise sur des bases solides. Nous passons des heures dans son bureau à analyser les finances, rencontrer les employés, et planifier des changements stratégiques. Le défi est énorme, mais chaque obstacle surmonté renforce notre détermination. La première priorité est de regagner la confiance des employés. Sous la direction de Thomas, beaucoup d'entre eux se sont sentis négligés ou exploités. Nous organisons une réunion générale pour exposer notre vision. Hélène prend la parole devant une salle comble. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, commence-t-elle. Mais aujourd'hui marque un nouveau départ. Mon objectif est de créer un environnement où chacun se sent valorisé et écouté. Ensemble, nous pouvons redonner à cette entreprise la force et la réputation qu'elle mérite. Son discours est sincère et inspirant. Les employés, d'abord sceptiques, semblent peu à peu retrouver un semblant d'espoir. Après la réunion, plusieurs d'entre eux viennent nous voir pour exprimer leur soutien. Parmi eux, un cadre expérimenté qui avait envisagé de quitter l'entreprise. Si vous êtes sérieux sur ce changement, je veux en faire partie, dit-il. Ces premiers signes de ralliement nous motivent à redoubler d'efforts. Cependant, tout n'est pas aussi simple. Thomas, bien qu'évincé, ne renonce pas à nous nuire. Il commence à répandre des rumeurs, contactant d'anciens partenaires pour semer le doute sur la stabilité de l'entreprise. Un jour, un de nos principaux clients appelle, inquiet des rumeurs circulant sur une prétendue faillite imminente. Je prends l'appel et le rassure avec professionnalisme. Ce que vous avez entendu est faux. Nous avons pris des mesures pour redresser la situation, et les premiers résultats sont déjà visibles. Ces incidents, bien que frustrants, renforcent notre conviction qu'il est urgent d'agir rapidement pour solidifier notre position. Hélène, de son côté, reste stoïque. Laissez-le parler. Ces mensonges ne tiendront pas face à la vérité, dit-elle. Alors que nous avançons dans ce processus de transformation, Hélène et moi devenons de plus en plus proches. Nos discussions professionnelles se transforment parfois en confidences personnelles. Un soir, après une longue journée de travail, elle me parle de ses parents, de leur dévouement à cette entreprise, et de son rêve de leur rendre hommage en faisant de cette société un modèle. Parfois, je me demande si je suis à la hauteur, avoue-t-elle.
Je la regarde, surpris. Hélène, tu es l'âme de cette entreprise. Sans toi, tout ce que nous faisons ne serait pas possible. Elle me sourit, mais dans ses yeux, je vois une lueur de vulnérabilité qui me touche profondément. Ce soir-là, quelque chose change entre nous. Ce n'est pas seulement une collaboration. C'est une connexion, une alliance. Les semaines passent, et les résultats commencent à se voir. Les finances s'améliorent, les employés retrouvent leur motivation, et même les partenaires externes montrent un intérêt renouvelé pour l'entreprise. Mais le plus surprenant, c'est l'effet que cette aventure a sur moi. Je me sens revivre. Hélène m'a donné un objectif, une raison de croire que je peux reconstruire ma vie. Un soir, alors que nous travaillons tard dans son bureau, elle me regarde et dit « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Je souris. « Peut-être, mais sache que tu m'as sauvé autant que je t'ai aidé. » Elle tend la main et la pose doucement sur la mienne. Ce geste, si simple mais si significatif, scelle quelque chose entre nous. Une promesse silencieuse de continuer ensemble, quoi qu'il arrive. Alors que l'entreprise reprend peu à peu son souffle, Thomas lance une dernière offensive. Un matin, nous recevons une lettre d'un avocat représentant ses intérêts. Il menace de porter plainte, alléguant que son éviction était illégitime et qu'il a été victime d'un complot orchestré par Hélène. Je m'attendais à une telle manœuvre de sa part. Hélène, bien que visiblement affectée, reste calme. S'il pense que cela va nous faire fléchir, il se trompe, dit-elle d'une voix ferme. Nous convoquons immédiatement notre équipe juridique. Ensemble, nous passons en revue chaque détail de l'éviction de Thomas, rassemblant toutes les preuves nécessaires pour contrer ses accusations. Chaque facture, chaque document compromettant, chaque témoignage est analysé avec précision. Nous avons tout ce qu'il nous faut, déclare l'un des avocats après plusieurs jours de préparation. La bataille juridique commence, et elle est épuisante. Thomas profite de chaque opportunité pour salir la réputation d'Hélène, envoyant des lettres anonymes à des partenaires et insinuant des mensonges dans la presse locale. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que son propre passé est une arme contre lui. Chaque accusation qu'il porte est rapidement démantelée par les preuves que nous avons accumulées. Un matin, la décision du tribunal tombe. Thomas perd son procès. Le juge reconnaît la légitimité de son éviction et souligne même la nécessité de son départ, compte tenu des abus financiers commis sous sa direction. C'est une victoire éclatante. Hélène et moi savourons ce moment, non pas comme une revanche personnelle, mais comme une étape décisive dans la reconstruction de l'entreprise. Thomas, quant à lui, disparaît de la scène, son nom désormais synonyme de scandale et d'échec. Pour marquer cette victoire, Hélène propose d'organiser un événement avec tous les employés et partenaires. L'idée est simple, célébrer un nouveau départ. La soirée se déroule dans un domaine près de Grenoble, un cadre magnifique entouré de montagnes. Les discours sont émouvants, les rires sincères, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de véritable unité règne parmi tous les participants. Hélène prend la parole pour clore la soirée. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une victoire légale. Nous célébrons le fait que, ensemble, nous avons prouvé que l'intégrité et la résilience peuvent triompher, même dans les moments les plus sombres. Son discours est accueilli par une ovation. Je la regarde, fier de ce qu'elle a accompli. Lorsque la foule se disperse, Hélène et moi restons seuls un moment, profitant du calme. Merci, dis-je. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. Elle me regarde, un sourire tendre aux lèvres. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Un silence complice s'installe. Puis, d'un geste spontané, elle m'embrasse. C'est un moment qui change tout, un moment où nos douleurs passées s'effacent, laissant place à un avenir que nous sommes prêts à construire ensemble. Après cette soirée mémorable, quelque chose change entre Hélène et moi. Ce baiser n'était pas une simple impulsion, mais une déclaration silencieuse que nous étions prêts à construire quelque chose de nouveau, ensemble. Les jours suivants, nous nous replongeons dans le travail, mais avec une énergie différente. Chaque décision, chaque réunion est marquée par cette complicité nouvelle, une alchimie qui ne passe pas inaperçue auprès de nos collègues. Un matin, alors que nous planifions une restructuration majeure, Hélène se tourne vers moi, une étincelle dans les yeux. Et si nous allions encore plus loin? Je fronce les sourcils, intrigué. Que veux-tu dire? Elle sort une série de documents. C'est un plan pour transformer l'entreprise en un modèle d'éthique et de durabilité. Un projet audacieux qui inclut la réduction des émissions carbone,
la création de partenariats locaux, et même des initiatives sociales pour soutenir les communautés autour de Grenoble. Cette entreprise peut devenir bien plus qu'une simple société rentable, explique-t-elle avec passion. Nous pouvons faire une différence, prouver qu'une gestion responsable peut être synonyme de succès. Je reste sans voix un moment. Son ambition est immense, mais elle est aussi inspirante. Je suis avec toi, réponds-je finalement. Tout ce que tu veux entreprendre, je veux le faire à tes côtés. Nous passons les semaines suivantes à affiner ce projet. Chaque détail est soigneusement pensé, chaque étape planifiée avec rigueur. Lorsque nous présentons l'idée aux employés et aux partenaires, les réactions sont variées, certains sont sceptiques, d'autres enthousiastes. Mais Hélène a ce don de convaincre, de rallier les gens à sa vision. Peu à peu, le projet prend vie. Nous lançons des campagnes de sensibilisation, établissons des collaborations avec des associations locales, et développons des initiatives pour promouvoir des pratiques durables. L'impact est immédiat. L'entreprise ne gagne pas seulement en réputation, elle devient un véritable modèle dans son secteur. Les employés, autrefois désabusés, retrouvent une fierté dans leur travail. Les partenaires, impressionnés par cette transformation, s'investissent encore davantage. Parallèlement à cette réussite professionnelle, Hélène et moi construisons une relation qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Chaque moment passé avec elle, que ce soit au bureau ou en dehors, renforce ce lien unique. Un soir, alors que nous dînons dans un petit restaurant de Lyon, elle me regarde avec une sincérité désarmante. Tu sais, je pensais que ce serait impossible pour moi de refaire confiance à quelqu'un après tout ce que j'ai vécu avec Thomas. Mais avec toi, c'est différent. Je prends sa main dans la mienne. C'est pareil pour moi, Hélène. Avec toi, je me sens enfin à ma place. Ce moment scelle quelque chose de profond entre nous. Ce n'est plus seulement une relation née d'une alliance professionnelle. C'est un partenariat de vie, une promesse mutuelle de toujours avancer ensemble. Les mois passent, et l'entreprise, désormais dirigée par cette vision commune, continue de prospérer. Hélène et moi devenons des figures incontournables dans notre secteur, invités à des conférences et des événements pour partager notre expérience. Mais ce succès ne nous éloigne pas de ce qui est essentiel. Nous avons appris à équilibrer nos ambitions avec notre vie personnelle, à savourer ces moments simples qui font toute la richesse de notre lien. Un soir, alors que nous rentrons d'un événement, Hélène me surprend avec une idée. Et si nous construisions aussi quelque chose de plus personnel? Je la regarde, surpris. Que veux-tu dire? Elle hésite un instant avant de répondre. Une famille. Un foyer. Quelque chose qui serait uniquement à nous. Ces mots me touchent profondément. Ce qu'elle propose, c'est plus qu'un rêve. C'est la dernière pièce du puzzle, celle qui complétera tout ce que nous avons construit ensemble. Oui, Hélène. Je veux cela autant que toi. Après cette conversation avec Hélène, un sentiment nouveau s'installe en moi. Construire une famille avec elle, c'est donner un sens encore plus profond à tout ce que nous avons traversé. Ce projet de vie devient une évidence, un objectif commun qui nous motive davantage. Quelques mois plus tard, alors que nous prenons un café dans notre salon, Hélène me regarde avec un sourire énigmatique. Je dois te dire quelque chose, dit-elle doucement. Je pose ma tasse, sentant une pointe d'appréhension dans son ton. Qu'y a-t-il? Elle inspire profondément avant de lâcher. Je suis enceinte. Le temps s'arrête. Une vague d'émotions m'envahit, surprise, joie, et surtout un amour immense pour cette femme qui a transformé ma vie. Je me lève, la prends dans mes bras et murmure. C'est la plus belle nouvelle que j'ai jamais reçue. Les mois qui suivent sont remplis de préparatifs. Nous décorons une chambre pour le bébé, choisissons des prénoms, et partageons la nouvelle avec nos proches. Nos familles, qui ont suivi de loin nos péripéties, accueillent cette annonce avec une chaleur sincère. Parallèlement, nous continuons à gérer l'entreprise et à développer nos initiatives durables. Mais quelque chose a changé. Chaque décision que nous prenons, chaque projet que nous lançons, nous le faisons avec une pensée pour cet enfant à venir. Un jour, alors que nous plantons les premiers arbres dans le cadre d'un projet de reforestation, Hélène me prend la main et me dit. Imagine que notre enfant grandira dans un monde que nous avons contribué à améliorer. Je hoche la tête, ému par cette vision. C'est pour cela que tout cela vaut la peine. Le jour de l'accouchement arrive enfin. Après des heures d'attente et d'angoisse, je tiens dans mes bras une petite fille. Ses yeux, encore fermés, dégagent une paix absolue.
À cet instant, tout ce que j'ai vécu, les trahisons, les épreuves, les reconstructions prend un sens. Hélène, allongée sur le lit, me regarde avec un sourire fatigué mais radieux. Bienvenue dans notre famille, murmure-t-elle en caressant doucement la joue de notre fille. Nous choisissons de l'appeler Clara, un prénom simple et lumineux, à l'image de ce qu'elle représente pour nous. Les premiers mois avec Clara sont à la fois épuisants et merveilleux. Chaque sourire, chaque petit progrès nous remplit de joie. Hélène et moi apprenons à jongler entre nos responsabilités professionnelles et notre nouveau rôle de parents. Mais loin de nous affaiblir, cette expérience renforce encore notre lien. Nous nous soutenons mutuellement, partageons les nuits sans sommeil, et trouvons du réconfort dans ces moments intimes où nous sommes tous les trois, loin du tumulte du monde extérieur. Pendant ce temps, l'entreprise continue de prospérer. Les employés, inspirés par nos valeurs familiales et nos initiatives sociales, se sentent plus impliqués que jamais. La division écologique que nous avons lancée commence à faire parler d'elle dans les médias, attirant des partenaires et des investisseurs de toute la région. Un soir, alors que nous dînons en famille, Hélène me fait part d'un nouveau projet. J'aimerais créer une fondation au nom de Clara, dédiée à l'éducation environnementale pour les enfants. Imagine que chaque génération puisse apprendre à protéger la planète dès son plus jeune âge. Son idée me touche profondément. C'est une idée magnifique, dis-je. Nous allons faire cela ensemble. Avec cette nouvelle initiative, un nouveau chapitre commence pour nous. Clara devient notre inspiration, le moteur de tout ce que nous entreprenons. Chaque jour, elle nous rappelle pourquoi nous nous battons pour créer un monde meilleur. La Fondation Clara prend vie plus rapidement que nous ne l'aurions imaginé. Avec l'aide de nos collaborateurs et de nombreuses associations locales, nous lançons des programmes éducatifs dans les écoles autour de Grenoble. Ces initiatives, centrées sur la sensibilisation à l'environnement, captivent l'attention des enfants et des parents. Un matin, lors d'un atelier organisé dans une école, nous regardons des enfants planter des arbres dans une petite parcelle dédiée. Hélène, émue, me murmure. Regarde-les. Ils apprennent à protéger ceux qui les entourent. Je hoche la tête, sentant un profond sentiment de fierté. C'est notre plus grand héritage, Hélène. Ce que nous bâtissons aujourd'hui vivra à travers eux. Au fil des mois, la Fondation gagne en notoriété. Des médias locaux commencent à parler de notre travail, et bientôt, des partenaires nationaux se montrent intéressés. Nous recevons des subventions et des dons qui nous permettent d'élargir nos actions à d'autres régions. Mais tout n'est pas simple. Nous faisons face à des défis logistiques et administratifs, et parfois, des voix sceptiques remettent en question l'impact de nos initiatives. Ces obstacles, loin de nous décourager, renforcent notre détermination. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Hélène me confie. Parfois, je me demande si tout cela est suffisant. Je prends sa main dans la mienne. Ce que nous faisons change des vies, même si c'est petit à petit. Tu ne dois jamais en douter. Elle me regarde, et je vois dans ses yeux cette étincelle qui m'a toujours inspiré. Pendant ce temps, Clara grandit. À seulement 2 ans, elle montre déjà une curiosité étonnante pour tout ce qui l'entoure. Elle adore courir dans le jardin, poser des questions incessantes sur les plantes et les animaux, et chaque fois qu'elle nous accompagne sur un projet, ses yeux s'illuminent. Un jour, alors que nous discutons autour d'un café, Hélène sourit en observant Clara jouer. Imagine, dit-elle, peut-être qu'un jour, elle reprendra tout cela. Je ris doucement. Laisse-lui d'abord le temps d'apprendre à marcher dans ce monde. Mais si elle veut suivre cette voie, je sais qu'elle en sera capable. Les années passent, et notre travail porte ses fruits. La Fondation Clara devient un modèle d'impact positif, inspirant d'autres entreprises et organisations à s'engager pour l'environnement. L'entreprise, elle aussi, prospère. Les employés, motivés par les valeurs que nous avons insufflées, contribuent à une croissance qui dépasse toutes nos attentes. Mais pour Hélène et moi, le véritable succès se mesure dans ces moments simples et précieux, une promenade en famille, un dîner improvisé, ou le rire de Clara qui résonne dans la maison. Un jour, alors que nous marchons ensemble dans un parc près de chez nous, Hélène s'arrête soudainement et me regarde. Nous avons fait tout ce chemin, ensemble, dit-elle doucement. Je n'aurais jamais cru que ma vie pourrait être aussi belle. Je lui prends la main et réponds. C'est parce que nous l'avons construite, Hélène. Pas à pas, malgré tout. Mais ce n'est pas la fin. Ce que nous avons créé est notre entreprise, notre fondation, et surtout notre famille n'est que le début d'un héritage qui, nous l'espérons, perdurera longtemps après nous. Les années défilent,
et ce que nous avons construit prend une ampleur que nous n'aurions jamais imaginée. La Fondation Clara est reconnue au niveau national pour ses initiatives novatrices en matière d'éducation environnementale et de développement durable. Des entreprises nous contactent pour apprendre de notre modèle, et les écoles adoptent nos programmes dans tout le pays. Mais au-delà des succès professionnels, c'est Clara qui reste notre plus grande fierté. À mesure qu'elle grandit, elle montre un intérêt sincère pour notre travail. À 10 ans, elle accompagne Hélène lors d'une conférence et n'hésite pas à poser des questions pointues. Pourquoi les entreprises ne pensent-elles pas toujours à la nature, demande-t-elle à un chef d'entreprise pendant une pause. L'homme rit, pris au dépourvu, mais promet de réfléchir à sa question. Hélène me confie ce soir-là. Elle a déjà cette passion, cette étincelle. Je souris, le cœur gonflé de fierté. Et elle a hérité ça de toi. Pendant ce temps, notre entreprise continue de prospérer. Mais avec la croissance vient la réflexion sur l'avenir. Hélène et moi savons que nous ne pourrons pas diriger éternellement. Nous avons formé une équipe compétente et dévouée, mais l'idée de passer le flambeau se fait doucement une place dans nos esprits. Un soir, alors que nous discutons dans notre salon, Hélène me regarde avec sérieux. Il est peut-être temps de penser à la suite. Je hoche la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle veut dire. Oui, mais nous devons préparer cela avec soin. Ce que nous avons bâti mérite une transition solide. Nous passons les mois suivants à former les futurs leaders de l'entreprise, à les impliquer dans les décisions stratégiques et à leur transmettre les valeurs qui ont toujours guidé nos choix. Clara, elle, observe tout cela avec une curiosité croissante. Un jour, elle me surprend en me disant « Papa, est-ce que je pourrais travailler avec vous quand je serai grande ?» Je m'accroupis à son niveau et lui réponds avec un sourire. « Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Mais n'oublie jamais que tu es libre de choisir ton propre chemin. » Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Je veux aider les gens et la nature, comme toi et maman. » Ces mots résonnent en moi comme une promesse, un rappel que ce que nous faisons ne se limite pas à l'instant présent. Quelques années plus tard, lors d'un événement marquant les 20 ans de la Fondation Clara, Hélène annonce officiellement que nous passons le flambeau à une nouvelle génération. Les invités applaudissent, certains émus, d'autres surpris par cette décision. Dans son discours, Hélène déclare : « Tout ce que nous avons accompli a été guidé par une seule idée, laisser un monde meilleur à ceux qui viennent après nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers de transmettre cet héritage à ceux qui, nous en sommes sûrs, continueront à porter cette vision. » La salle se lève pour nous ovationner, mais c'est Clara, à présent adolescente, qui attire mon attention. Elle nous regarde avec une admiration sincère. Hélène et moi profitons enfin d'une vie plus tranquille. Nous nous installons dans une maison entourée de nature près d'Annecy, un lieu paisible où nous pouvons nous retrouver loin de l'agitation. Mais cela ne signifie pas que nous nous détachons totalement. Nous restons impliqués en tant que conseillers pour l'entreprise et la fondation, offrant notre soutien lorsque cela est nécessaire. Un jour, alors que nous contemplons le lac depuis notre terrasse, Hélène me prend la main. « Regarde tout ce que nous avons construit », murmure-t-elle. Je serre doucement sa main et lui réponds. Et tout cela ne fait que commencer. Car nous savons que l'héritage que nous laissons derrière nous vivra à travers Clara, à travers ceux que nous avons inspirés, et à travers toutes les vies que nous avons touchées. Au revoir.